Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e et dernier webinaire dédié à la transition numérique des TPE-PME en Nouvelle-Aquitaine. Un webinaire cet après-midi qui va être dédié à la cybersécurité, comment protéger son entreprise et ses données, voilà, quels sont les points clés à ne pas négliger, comment vous prémunir, vous, en tant que TPE-PME, des cybermenaces. Je remercie la région Nouvelle-Aquitaine qui permet la réalisation de ce webinaire, ainsi que les 12 unions départementales de la CPME qui nous ont permis voilà, de trouver des intervenants et puis de vous diffuser l'information pour ce webinaire. Vous êtes nombreux à nous écouter. Donc moi, je suis Meryl Boots, chef de projet pour la CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine. Et cet après-midi, je suis en compagnie de Fred Tepp, dirigeant de l'agence NECO en Dordogne, spécialisé entre autres dans l'audit de cybersécurité, et en compagnie d'Olivier Graal, qui est délégué à la sécurité numérique à l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont eux qui vont principalement animer ce webinaire, mais avant que je leur laisse la parole, quelques petits rappels du coup sur l'utilisation. Toutes vos questions doivent être posées dans l'onglet questions qui se situe en bas à droite, donc juste à côté de l'onglet chat. Ça nous permet de pouvoir classer vos questions par ordre d'importance, puisque quand une question est posée, vous avez un petit triangle qui s'affiche à côté, ce qui vous permet de voter si jamais une question vous intéresse. Nous, comme ça, on trie les questions par ordre d'intérêt et on répond en priorité à celles qui intéressent le plus de monde. N'hésitez pas à poser ces questions à n'importe quel moment pendant du coup les présentations de nos intervenants. On prendra en fonction des questions soit un petit temps pour y répondre tout de suite quand c'est vraiment très pertinent avec la slide, ou sinon on prendra un temps à la fin de la présentation pour y répondre. N'hésitez pas à vous saluer dans le chat, à nous dire si vous nous entendez bien, s'il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit. On va également publier quelques petits sondages, notamment pour savoir s'il y en a parmi vous qui ont déjà été victimes de cyberattaques ou non. Donc, merci de prendre quelques secondes pour y répondre. Ça nous donnera l'occasion de voir un petit peu ce qu'il en est de votre côté. Et puis, pour nos intervenants, d'adapter aussi les présentations. Voilà, moi, j'en ai fini de mon côté. Donc, je vais laisser la parole en premier donc, à Olivier. Qui va du coup nous faire un petit panorama de la cybersécurité et comment se prémunir des attaques aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Donc Olivier Graal, laissez-moi le temps de vous partager mon document. Tout le monde le voit? Alors ça charge, oui, c'est parfait. Moi je le vois. Parfait. Donc rapidement, je suis le délégué à la sécurité numérique pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je travaille au sein de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un service du cabinet du Premier ministre et qui est considéré comme l'autorité nationale en matière de cybersécurité. Donc, nous sommes les pompiers du numérique, au profit principalement des grands donneurs d'ordre, donc les administrations, les opérateurs considérés comme d'importance vitale ou d'importance essentielle. L'idée, clairement, c'est d'assurer la pérennité des services essentiels de l'État pour que vous puissiez continuer à travailler. Alors, rapidement, je vais essayer de ne pas être trop bavard. C'est important quand même de revenir sur pourquoi aujourd'hui la cybersécurité est devenue un problème, un enjeu stratégique dans les entreprises. Donc, vous vivez actuellement une période de transition numérique à marche forcée avec la numérisation de tous vos services, que ce soit bien évidemment les RH, la logistique, l'innovation, la communication, la prod, la finance et le commerce. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est qu'effectivement, vous êtes de plus en plus dépendant de l'outil numérique. Pour le meilleur, bien évidemment, mais aussi pour le pire, puisque cette dépendance fragilise votre écosystème si vous ne prenez pas des précautions pour garantir la sécurité de vos actifs. Dans le même temps, on voit une numérisation massive de tout notre environnement. Donc, on va commencer par votre voiture, hein, qui est aujourd'hui connectée, les transports publics, la médecine, l'industrie, la domotique à la maison, les caméras vidéo, les smart cities avec de plus en plus de capteurs pour pouvoir interagir avec vous.
m'entendez toujours? Oui, oui, normalement, c'est tout bon. J'ai une coupure de son, c'est pour ça. Donc, tout ceci pour vous dire qu'effectivement, le numérique, ce n'est pas uniquement votre PC personnel à la maison ou votre téléphone mobile, c'est aussi tous les objets connectés que vous pouvez utiliser au quotidien. Et malheureusement, il y a un constat qui est fait que la sécurité de ces objets, malheureusement, a été négligée par les fabricants pour des raisons économiques, parce que tout le monde veut bénéficier des nouveaux services, mais personne n'est prêt à payer le prix de la sécurité. Et ça a mené à une très forte augmentation des objets vulnérables qui pourront être utilisés par des cyberattaquants pour toute autre chose que leur usage premier. Enfin, on a un espace numérique qui est en dehors du champ juridique traditionnel d'un pays. Effectivement, le numérique est virtuel, il n'y a pas de frontières, et donc il y a des difficultés à faire appliquer les lois françaises, puisque vous pouvez tout à fait géolocaliser vos attaques d'un pays étranger qui ne coopérera pas forcément avec les polices internationales, donc avec Interpol. Tout ceci a amené à une désinhibition complète des cyberattaquants et à une transformation des mafias en mafias numériques, puisque vous le comprendrez aisément, il est beaucoup moins dangereux d'attaquer quelqu'un par le numérique que de s'en prendre à elle avec une Kalachnikov en sortie donc de banque. Donc il y a un risque létal qu'il n'y a pas sur le numérique. Donc on a vu une transformation des habitudes des mafieux pour se tourner vers le numérique et utiliser massivement ce type d'outils. Et en même temps, il y a une professionnalisation des attaquants avec la vente sur Internet de services clés en main pour pouvoir mener des attaques, même si on n'est pas un grand spécialiste. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc tout ceci pour vous dire qu'effectivement, le risque numérique, il est partout. Que vous soyez un fabricant de voitures, un spécialiste du transport, un spécialiste de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'eau, de la défense, de la santé, à un moment ou à un autre, vous serez confronté à la problématique cyber. Et donc, j'ai coutume de dire, mais je ne suis pas le seul, qu'effectivement, la question n'est pas de savoir si vous allez être attaqué, uniquement quand vous allez être attaqué. Vous serez à un moment ou à un autre concerné par le sujet. Donc, ce risque cyber doit faire l'objet d'une prise de conscience massive des chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de la société. C'est là tout l'enjeu. C'est que vous soyez une TPE de 1 ou 2 salariés ou un grand groupe international, le problème est le même. Je dirais même que les premiers concernés sont les petites structures parce que c'est celles qui ont le moins de moyens et le moins de conscience du risque. On a souvent tendance à croire que parce qu'on est petit, on n'intéresse personne. Et c'est là toute l'erreur. Malheureusement, moi, le constat que je fais dans nos interventions, c'est qu'on vient souvent au chevet de très petites structures qui sont dévastées par des attaques cyber, que ce soit pour du rançonnage ou de l'exfiltration de données ou de l'arnaque financière pure et dure. Alors, les acteurs et les objectifs, il y a toujours une menace étatique. C'est d'autant plus vrai actuellement avec ce qui se passe au niveau international. Donc, il y a des pays étrangers qui pourraient avoir des velléités offensives sur les intérêts français. Et donc, l'ANSSI se doit de protéger notre territoire et de protéger donc nos systèmes numériques. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier problème, et c'est la partie visible de l'iceberg, c'est bien la criminalité organisée, avec une structuration des attaquants en équipes professionnelles, voire même en sociétés qui ont pignon sur rue, puisqu'on a été amené à faire fermer des sociétés dans des pays étrangers qui faisaient de la cyberattaque un commerce au détriment malheureusement des citoyens nationaux. On a également toujours une menace terroriste. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'attentat sur le territoire actuellement qu'il n'y a pas une menace permanente, donc une nécessité de se défendre et de protéger. De l'activisme idéologique, les Gilets jaunes n'ont pas fait que perturber les ronds-points, ils ont aussi agi au niveau du numérique. Enfin, il y a un autre élément qui doit être pris en considération en entreprise, c'est le salarié indésirable ou négligent
qui va commettre des erreurs, voire même qui va tenter de nuire à son entreprise. Et ça, malheureusement, c'est souvent mal identifié par les chefs d'entreprise. Il faut savoir qu'il y a 30% des attaques qui sont liées à de la nuisance interne. Il y a un exemple emblématique l'année dernière, c'est un des responsables financiers de Cdiscount qui a trouvé très judicieux de mettre en vente la base client sur le dark web. Heureusement, elle a été interpellée avant de réussir à ses fins. Donc, on voit là, et juste pour gagner 20 000 euros, quoi. Vous voyez, c'est très trivial, mais malheureusement, on a encore des situations de ce type-là très fréquentes. Après, les objectifs, ça peut être l'espionnage. Donc, si vous êtes des sociétés innovantes, vous allez attirer la convoitise de sociétés étrangères, de concurrents, et on a chaque année, ou très régulièrement, tous les mois, des exfiltrations de données au détriment des sociétés locales. Ça peut être du prépositionnement stratégique, donc effectivement, là, on est dans le militaire pur, l'agitation, la propagande, le sabotage, la fraude, bien évidemment, et c'est ce qui vous concerne le plus, en sachant que les deux principaux problèmes auxquels vous pourriez être confronté, c'est ce qu'on appelle les cryptolockers ou les ransomware, qui consistent à venir chiffrer ou crypter, si vous préférez, vos données, et vous demander de l'argent pour vous les restituer. Ça, c'est le principal risque dans les TPE-PME. Avec la fraude financière, l'usurpation d'identité, la modification de RIB pour vous faire payer des factures sur des comptes bancaires autres que ceux de vos fournisseurs. Ça aussi, c'est un problème à gérer. Alors, vous pouvez être victime en tant que client ou en tant que fournisseur. Donc, il faut faire attention avec qui on discute et dès que vous avez un changement d'habitude, il faut prendre des mesures pour se protéger, tout particulièrement en ce qui concerne les échanges financiers. Alors là, je vous ai illustré un petit peu un exemple de ce qu'on peut trouver sur Internet pour nuire à son prochain, sans être un spécialiste informatique. Donc c'est un site qui a pignon sur rue et qui permet d'accéder à des systèmes industriels, à des bases de données, à plein de choses. Vous avez des kits de hacking également. Donc là, j'ai fait un exemple. J'ai cherché des caméras vidéo sur Internet. Donc j'en ai trouvé, bien évidemment, sans compétences particulières en informatique. Hein. Je tape un texte assez basique, webcam.concru.fr. Je fais une recherche géographique et là, comme j'allais à Limoges, on voit ici que j'ai cliqué sur une caméra trouvée avec j'ai son adresse IP. Et si je clique sur détail, j'accède à la caméra directement. Donc là, on est devant un objet connecté très mal sécurisé. Malheureusement, la plupart des caméras vidéo, des systèmes de vidéosurveillance sont dans cet état-là. C'est-à-dire, vous venez installer une caméra pour vous protéger. Au final, vous mettez c'est le cheval de Troie. Vous voyez, vous laissez rentrer, vous créez vous-même la faille sans le savoir. Donc, à partir du moment où vous décidez de travailler avec des équipements de ce type-là, il faut que vous soyez vigilant sur le niveau de sécurité mis en place. Et là, en l'occurrence, c'est parce que le mot de passe, il n'y en a pas. Et donc, la caméra est en libre service sur Internet. Et à partir de là, je peux faire ce que je veux, y compris piloter la caméra à distance. Idem sur les données des téléphones mobiles. On a tendance à croire que le téléphone mobile n'est pas un ordinateur. Grave erreur. Le téléphone mobile, c'est un ordinateur et ça devrait être sécurisé au même titre que vous sécurisez votre ordinateur. Donc, chiffrement, crypter vos données, mettre un mot de passe, pourquoi pas installer un antivirus. Parce que malheureusement, on peut faire plein de choses et récupérer plein de choses dans un téléphone mobile pour vous nuire. Donc là, à commencer par les contacts. Hein, donc là, on voit que c'est mon téléphone personnel. On voit que j'ai énormément de contacts, 21 182 contacts. Alors pourquoi? Parce que ce téléphone a été utilisé à titre professionnel et que la société dans laquelle je travaillais avant, en 2008, n'avait pas pris de garde-fou pour protéger sa base de données. Et donc j'avais à l'époque un téléphone fourni par mon employeur, sauf qu'il m'autorisait à l'utiliser à titre personnel. Donc j'ai créé un compte iTunes sur mon iPhone et mon employeur a installé les outils pour que je puisse accéder à la base de contact de la société. Sauf qu'il n'a pas cloisonné. Et iTunes a pris la liberté de synchroniser l'intégralité des contacts de la base sur mon compte iTunes personnel. Quand j'ai quitté l'entreprise en 2010, j'ai rendu mon téléphone, j'ai racheté un iPhone et j'ai eu la surprise de découvrir
tous ces contacts. Donc j'ai involontairement siphonné tous les contacts de ma société. On peut trouver d'autres choses très rigolotes, hein. Donc on voit qu'il y a des messages, du chat, des MMS, des SMS. En voici un petit peu le détail. Là, par exemple, j'ai toutes les données de géolocalisation sur un secteur géographique, donc je ne vais pas tout montrer. Donc on voit que j'ai tendance à passer pas mal de temps du côté du Pays Basque et du côté de Bordeaux. Et alors, je peux avoir l'eurodatage précis et savoir quand Monsieur Graal prend ses vacances au Pays Basque, par exemple. Donc à partir de là, je sais quand son domicile sera vide et je peux aller cambrioler à la maison. Même exemple, là on voit mes conversations Facebook avec un eurodatage à 2008. Alors pour la petite histoire, j'ai fait l'analyse de mon téléphone en 2017. Et entre-temps, entre 2008 et 2017, j'ai changé 2 fois de combiné téléphonique. Donc j'ai acheté 2 téléphones. Et malgré tout, quand je fais l'analyse de mon téléphone mobile, je retrouve mes conversations de 2008. Tout ceci pour vous dire que à partir du moment où vous décidez d'utiliser des réseaux sociaux, vous exposez vos données ad vitam aeternam chez les prestataires de services avec qui vous travaillez. Et ces données, si elles sont captées, malheureusement, pourraient vous poser problème. Donc il y a une vraie nécessité de faire attention avec qui et avec quoi on communique. Autre exemple, là, dans mon téléphone, on peut récupérer les mots de passe des points d'accès Wi-Fi sur lesquels je me suis connecté. Ce qui va me permettre, si j'ai accès à votre téléphone, d'accéder à votre borne Internet à domicile ou votre borne professionnelle, et à partir de là, de m'infiltrer dans vos réseaux. Autre exemple, j'ai dans le navigateur Safari la possibilité de récupérer les mots de passe des serveurs web sur lesquels je me suis connecté. Donc là, par exemple, vous voyez, je me connecte au serveur des impôts. Alors, je vous ai grisé le mot de passe, hein, même s'il est plus valide, mais j'ai le mot de passe en clair. J'en ai mis un autre exemple en bas à gauche. On voit le mot de passe du compte SNCF que j'utilisais avant. Ce qui est vrai chez Safari est vrai sur tous les navigateurs. Internet Explorer, Google Chrome, tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous sauvegardez vos mots de passe dans votre navigateur, si moi j'arrive à accéder à votre machine, il y a de fortes chances que je récupère tous vos mots de passe. Alors pourquoi les attaques réussissent? Sensibilisation et maturité insuffisante, pas d'anticipation des menaces, souvent pour des raisons financières, système et application pas à jour, dans les sites web, donc pas de séparation des usages entre le pro et le perso, politique de gestion des mots de passe insuffisante, laxisme de la gestion des droits d'accès. Typiquement, il est fréquent de voir dans une entreprise aucun cloisonnement entre la comptabilité, la production et la R&D. Il n'y a pas de raison que le responsable de la R&D ait accès aux données comptables et vice-versa. Le nomadisme, les gens qui partent en voyage avec leurs ordinateurs et téléphones mobiles et qui n'ont aucune protection particulière sur leurs ordinateurs et en plus qui se connectent sur les hotspots Wi-Fi des hôtels, de la SNCF, des hotspots des restaurants, sans précaution particulière. Et l'absence de surveillance. Il y a une chose à retenir, la cybersécurité doit faire partie de votre stratégie d'entreprise et doit être traitée au plus haut niveau, quelle que soit la taille de votre entreprise. Que vous soyez 3 salariés ou 3000, peu importe, il faut avoir conscience du problème et se faire accompagner sur le sujet. Et surtout, ne pas considérer la cybersécurité comme un problème informatique. C'est avant tout un problème humain. Il faut être également prêt. Donc, il va falloir construire ce qu'on appelle des PRA-PCA, ou plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité. Alors, sous ces termes techniques un peu compliqués, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez compris qu'est-ce qui est important pour votre entreprise et que vous ayez réfléchi, excusez-moi, à la façon de protéger vos actifs importants. Une fois que vous avez compris ça, vous allez mettre en place, je veux dire, un document Word imprimé, fera très bien le job, une stratégie en cas de problème. Exemple, pour l'incendie, vous avez un plan, vous avez des systèmes pour vous protéger, vous avez une procédure pour quitter les bâtiments. Pour l'informatique, c'est pareil. Si demain vos ordinateurs ne fonctionnent plus,
il faut que vous ayez réfléchi à comment faire pour continuer à travailler et comment faire pour relancer le système. Alors là, on avait, il y a quelques années, édité un excellent guide avec la CPME qui est toujours d'actualité. Je vais rapidement vous le passer puisque le temps passe. Donc, je vais laisser du temps à mon collègue pour qu'il puisse vous présenter les choses. Mais je vais rapidement revenir sur les 12 règles élémentaires. Et ce guide, vous pouvez le télécharger sur notre site, vous pouvez demander à la CPME, il est toujours d'actualité. Merci Olivier. Est-ce qu'on pourra aussi avoir le PowerPoint ou du coup ce sera juste le guide qui sera Alors, le PowerPoint, je ne vous le communiquerai pas parce que les données que je vous ai montrées sont mes données personnelles. Donc, RGPD oblige, je vais éviter de vous donner ça. Par contre, je pourrais vous donner une liste de guides et d'éléments intéressants à communiquer à vos entreprises pour qu'elles puissent continuer à s'acculturer. Okay. Merci. Donc, premier point, les mots de passe. Donc là, à droite, vous avez un exemple de mot de passe difficilement trouvable. Alors celui-là, bien évidemment, ne l'utilisez pas puisque à partir du moment où je le rends public, il est clairement plus obsolète. Mais ce qu'il faut retenir donc de cette première règle, c'est qu'on ne doit pas construire ces mots de passe avec des données personnelles. Parce qu'il est extrêmement facile pour un cyberattaquant de s'intéresser à votre vie privée, de récupérer les infos qui vous concernent et de deviner vos mots de passe. Donc la première règle d'or, c'est d'utiliser des mots de passe compliqués et que seul vous pouvez retrouver. Donc là, on a un exemple mémotechnique, on utilise une phrase qui, sortie de son contexte, n'a pas grand-chose à voir avec ma vie privée et qui me permet de retenir mon mot de passe. Un mot de passe, il faut à minima 10 digits, donc 10 caractères si vous préférez. Et dans ces caractères, je vais avoir des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres. Alors, vous voyez, les caractères spéciaux, je ne les mets pas qu'à la fin ou au début, j'en mets au milieu. Les majuscules, idem, je vais en mettre un petit peu partout. Puisque le grand classique, c'est d'avoir une majuscule au début, un point d'exclamation à la fin, et puis c'est tout. Ça, les cyberattaquants savent, donc il faut avoir une autre stratégie. Et surtout, il faut un mot de passe par service, par service numérique. Donc, si vous avez un système pour l'entreprise, vous avez déjà un premier mot de passe. Après, vous avez votre banquier, vous avez votre messagerie personnelle, vous avez peut-être des accès avec vos prestataires de services privilégiés. Tous ces mots de passe doivent être différents parce que si j'en trouve un et que vous avez le même partout, je vais pouvoir accéder à l'intégralité de vos données. Si c'est trop compliqué de les retenir, je vous invite à utiliser une application autre que votre navigateur, donc une application spécialisée. Là, j'ai un exemple à vous proposer, c'est l'application KeePass, Keepa2S, qui est ce qu'on appelle un coffre-fort numérique. Donc c'est un coffre-fort chiffré avec un mot de passe pour pouvoir l'ouvrir. Donc vous n'avez plus qu'à retenir ce mot de passe-là, que vous choisissez vous-même et que vous faites volontairement compliqué pour qu'il soit difficile d'accès. Ce type d'équipement, de petits logiciels, sont assez efficaces pour vous permettre de stocker des centaines de mots de passe et pouvoir les réutiliser avec les applications que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre travail ou votre vie privée. Deuxième point important, les mises à jour régulières des logiciels que vous utilisez. Une des raisons pour lesquelles les attaques réussissent, c'est le manque de mise à jour des systèmes utilisés dans les entreprises. Donc la maintenance n'est pas optionnelle. Si vous ne mettez pas à jour les systèmes que vous utilisez, vous allez avoir de gros soucis. Troisième point, on doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, limiter les privilèges des utilisateurs et des prestataires. Tout le monde n'a pas le droit d'accéder à tout. C'est trop facile sinon. Donc on doit effectivement établir des règles avec des privilèges différents selon les personnes. L'idée, c'est de limiter la surface d'attaque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans le système, je ne vais pas forcément, même si j'ai réussi à pirater un ordinateur, je ne vais pas forcément réussir à escalader et à récupérer tout. Et les droits d'administrateur doivent être réservés aux spécialistes et exclusivement aux spécialistes pour éviter effectivement que si un compte est compromis, on puisse accéder à l'intégralité du système. Alors, s'il y a un seul point à retenir aujourd'hui, c'est les sauvegardes.
Que vous soyez un salarié isolé, que vous soyez une PME, un ETI, un grand compte, il y a une chose à faire, c'est sanctuariser les sauvegardes. Et alors, il y a sauvegarde et sauvegarde. C'est comme les chasseurs et les mauvais chasseurs, les bons chasseurs. Pour moi, une sauvegarde réussie, c'est une sauvegarde déconnectée. Pourquoi? Parce qu'on confond sauvegarde et espace de stockage de données. Ce n'est pas parce que vous avez ce qu'on appelle un NAS, Network Array Storage, donc une grappe de disque dur avec de la redondance de données sur les disques, que vous êtes à l'abri du risque de ransomware. Tout ce qui est connecté sera chiffré quand vous serez attaqué. Donc, si vous voulez garantir la sécurité de vos données, vous devez avoir des copies de ces données au coffre ou chez un prestataire spécialisé qui assurera la sécurité et qui vous garantira contractuellement la non-modification et la non-destruction de vos données. L'objectif, c'est de vous protéger des fameux ransomware et des crypto-lockers. Et c'est le premier problème que vous avez. Si vous n'avez pas ça, vous allez vous retrouver dans une situation catastrophique où vous allez être amené à devoir payer des rançons sans garantie de récupérer vos données. Donc nous, le constat aujourd'hui, c'est que les victimes aujourd'hui, malheureusement, souvent, ne récupèrent jamais leurs données. Donc si vous n'avez pas fait les sauvegardes hors ligne, si vous n'avez pas des disques durs stockés dans des armoires, si vous n'avez pas un prestataire de services sérieux, vous allez vous retrouver dans une situation dramatique. Et tout délégué à un partenaire n'exclut pas le contrôle. On a des cas de figure en Nouvelle-Aquitaine de cabinets dentaires qui se sont retrouvés tout nus du jour au lendemain, tout ça parce que leur prestataire de service qui infogérait l'intégralité de leur système d'information a été victime d'une attaque et que ce prestataire n'avait pas de sauvegarde hors ligne. Donc là, il y avait clairement méconnaissance de la sécurité numérique du prestataire et il n'y avait aucune contractualisation de l'acte. Alors, je me permets du coup parce qu'on a une question qui est très en lien avec ce point 4. Oui. Donc de Véronique qui nous demande: est-il possible d'avoir accès à une liste d'informaticiens spécialisés ou reconnus, référencés comme sérieux dans la cybersécurité, Oui. soit par département ou par ville, voilà. Oui, j'ai deux conseils à vous donner. Tout dépend de votre objectif et votre budget informatique. La première, la Rolls, allez voir du côté des prestataires d'audit en sécurité des systèmes d'information. La liste est publique, donc ça s'appelle des PASI, P-A-2-S-I. Ce sont les prestataires qui ont fait l'objet d'une qualification par mon administration, l'ANSSI. Le seul souci, c'est que ces prestataires sont très haut de gamme et sont souvent très onéreux. Donc, en alternative, on commence à voir apparaître de plus en plus de prestataires labellisés experts cyber par Cybermalveillance. Cybermalveillance, qui est le groupement d'intérêt public en charge des TPE-PME pour les aspects cyber. Et donc là, vous allez sur leur site et vous avez la possibilité de trouver des prestataires, alors labellisés ou pas. Moi, je vous conseille d'aller vers les labellisés experts cyber parce que là, il y a eu une vérification à minima de leurs compétences numériques. À défaut, si vous n'avez pas de prestataire labellisé, les sociétés informatiques qui pensent maîtriser le numérique, en général, se référencent sur ce site-là. Donc voilà les trois alternatives. Après, pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, vous allez avoir le campus cyber qui sera ouvert en octobre et qui va faire un travail de fond avec les différents acteurs, dont l'ANSSI, Cybermalveillance, mais d'autres aussi, pour essayer de cartographier au niveau régional les gens sérieux en capacité d'accompagnement. Mais effectivement, il est important de s'assurer des compétences de son partenaire informatique parce que c'est lui qui sera le garant de la sécurité de votre système si vous n'êtes pas un spécialiste. Je vais rapidement terminer parce que je suis en train de manger. Oui, on prendra les autres questions après. Oui. Les accès Wi-Fi, même principe, on sécurise ces accès Wi-Fi et on met un mot de passe sérieux. Et si possible, on ne donne pas l'accès Wi-Fi à ses clients ou ses prestataires de services quand ils viennent chez vous, parce que vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire après. Ou autrement, on met un Wi-Fi public spécifique pour l'accès Internet à ses partenaires, mais on ne donne pas l'accès Wi-Fi de sa société à des gens que l'on ne maîtrise pas.
On va être prudent avec les téléphones mobiles. Donc, je pense que je vous ai montré ce que je pouvais récupérer dans vos téléphones. Je pense que le message est clair. Donc, il faut protéger le téléphone comme on protège l'ordinateur. On va protéger ces données lors des déplacements. Vous n'avez pas besoin de partir avec l'intégralité de vos données quand vous êtes en visite client ou quand vous partez à l'étranger. Vous partez avec le strict minimum et surtout évitez de consulter des données à caractère stratégique dans les transports publics. Moi, régulièrement, je vois des chefs d'entreprise construire leur devis dans le train. J'ai une anecdote assez rigolote à Pau, un spécialiste en numérique justement, qui prend l'avion pour aller voir un de ses clients à Paris. Et il répond à un appel d'offres et dans l'avion, juste à côté de lui, il y a son concurrent qu'il n'a pas reconnu, qui est en train de construire l'offre de prix de l'appel d'offres auquel lui-même va répondre. Je vous laisse imaginer qui a gagné l'appel d'offres. Les mails, premier vecteur de compromission. Il y a de plus en plus de mails qui ressemblent à des vrais, de faux mails qui ressemblent à des vrais. C'est un petit peu comme pour les plus vieux d'entre vous, comme Canada Dry. Ça ressemble à de la bière, mais ça n'est pas. Là, ça ressemble à un mail de l'assurance maladie, mais ce n'en est pas un. C'est pas compliqué. À partir du moment où vous êtes stressé avec un mail, soit on vous promet monts et merveilles. Donc là, vous avez récupérer l'argent des comptes CPF, par exemple. Il y a beaucoup de campagnes de phishing là-dessus. Soit on va vous faire peur, on va vous envoyer un mail de la police pour vous expliquer que vous êtes un vilain pédopornographe. À partir du moment où on vous met dans une situation de stress positif ou négatif, la première chose à faire, c'est vérifier la provenance de l'email. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le champ mail, vous cliquez dessus et vous regardez ce qu'il y a derrière, ce qui apparaît. Vous pouvez très bien avoir marqué assurance maladie, puis quand vous cliquez dessus, derrière l'adresse, ça ne ressemble pas du tout à un mail de l'assurance maladie. Ça, c'est le premier conseil. Si vous avez un doute, demandez à un prestataire de service de vous expliquer, de vérifier. Mais c'est le premier réflexe à avoir. Regardez la provenance réelle de l'email et pour ça, il faut juste aller sur l'adresse du mail et regarder et cliquer dessus, et voir le contenu. Alors, il y a d'autres techniques, bien évidemment, mais celle-là, elle est simple et elle vous sauvera la vie dans beaucoup de cas de figure. En tout cas, ne jamais réagir sur le stress. Prenez le temps de réfléchir avant de cliquer dans les liens qui vous sont proposés ou d'ouvrir les pièces jointes. Téléchargez les pièces jointes sur les sites officiels et n'allez pas sur les sites pirates. Faites attention au télépaiement, donc privilégiez les sites avec double authentification, avec le facteur multiple. Donc souvent c'est votre téléphone et le site. Et vérifiez toujours qu'il y a bien le cadenas dans le HTTP, que vous avez le cadenas pour assurer que les données qui sont échangées sont bien chiffrées pour éviter qu'il y ait interception. Et enfin, et je m'arrêterai là et on pourra répondre à vos questions après, séparer les usages professionnels et personnels. Vous l'avez vu dans mon téléphone, j'ai involontairement siphonné toute la base contact de ma précédente société. Donc vous devez avoir une politique au sein de votre entreprise et bien cloisonnée. Donc l'usage des téléphones perso dans un environnement pro, ce n'est pas à conseiller. Moi, je préfère séparer. J'ai deux téléphones, un téléphone pro, un téléphone perso. Et pareil, soyez vigilants avec vos données sur les réseaux sociaux. Ne vous exposez pas inutilement. Je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn, je suis sur WhatsApp, Facebook. Je le fais en conscience et je mets en place le maximum de sécurité que me propose le site. Et je fais attention à ce que je communique pour éviter effectivement que ces données soient mal utilisées. Et je me tais. Merci Olivier. Je suis là, je reste pour répondre aux questions. Ouais, alors une question justement sur le téléphone, en fait, donc de Corinne qui nous demande comment bien sécuriser un téléphone portable, qu'il soit professionnel ou personnel, j'imagine. Oui. Alors déjà, le niveau de sécurité va dépendre de la plateforme. Les iPhones sont cryptés ou plutôt chiffrés, le vrai terme c'est chiffré, depuis 2008, ce qui n'est pas le cas des téléphones Android. Alors les nouvelles générations de téléphones Android haut de gamme, je ne donnerai pas de marque, mais si on peut donner Samsung par exemple, mais il y en a d'autres, proposent la même fonction maintenant. Par contre, si vous avez un téléphone entrée de gamme, la fonction existe mais n'est pas activée. Donc il va falloir que vous ayez dans les menus et que vous activiez le chiffrement de votre téléphone. L'idée, c'est que si quelqu'un vous vole votre téléphone et que vous avez mis un mot de passe, il ne puisse pas accéder aux données.
Ça, c'est le premier réflexe à avoir. Bien évidemment, on met un mot de passe sur son téléphone. Et un mot de passe sérieux. Donc, on ne met pas sa date de naissance pour ouvrir son téléphone parce que c'est la première chose auquel je vais penser si je dois l'ouvrir, hein. Enfin, il existe des antivirus pour les téléphones mobiles comme il existe des antivirus pour les ordinateurs. Donc, moi, je vous conseille de mettre en place un antivirus. C'est d'autant plus vrai si vous utilisez des téléphones Android. Donc, vous avez, je n'ai pas de marque privilégiée, les antivirus font tous à peu près le même job, sont tous à peu près à niveau. Ça va peut-être ralentir un petit peu votre téléphone, mais par contre, ça vous évitera des soucis si vous recevez un email et que vous avez une pièce jointe qui est polluée. Merci. Alors, on a eu une question, du coup, Fred y a répondu par écrit, hein. L'application KeePass, du coup, est bien gratuite. Il y a une version gratuite et il y a une version payante. Okay. Mais la version gratuite, déjà, fait le job, hein. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas partager les données avec d'autres machines, c'est-à-dire si vous avez un téléphone, un ordinateur. La version gratuite est monoposte, c'est tout. Ok, super. Je vous propose, Fred, du coup, de prendre la suite, parce qu'il y a peut-être des choses, des questions auxquelles vous allez répondre, vous, dans votre intervention. Et puis, n'hésitez pas à continuer à poser des questions, on y répondra, du coup, à la fin. Alors, Fred, vous avez votre micro qui est coupé, on ne vous entend pas. Vous pouvez le réenclencher normalement en bas si vous recliquez sur l'icône micro. Allez, c'est parti, pardon. Voilà, parfait. Je trouvais plus le bouton, j'essayais d'appuyer sur la fenêtre. C'est bon, ça a l'air de marcher. Alors, je voulais juste dire déjà 2 mots sur tout ce qu'a dit Monsieur Grave, c'est super instructif. En plus, il y a de très bonnes docs de l'ANSSI qui sont... moi, j'ai un passé de graphiste. Et toutes les docs de l'ANSSI sont très très bien faites. Ça prend un peu de temps à lire, me dit-on souvent quand j'y fais référence. Mais c'est vraiment intéressant et c'est très très bien fait. Donc celle qui nous a passé aujourd'hui, là, il y en a plein d'autres. Si vous avez un informaticien dans vos locaux, ça vaut le coup de les lui faire lire. Voilà. Donc c'est un travail que fait l'ANSSI, c'est un très très bon travail. Merci à eux. Alors, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, normalement, elle dure 1 heure et on voit justement si le mot de passe est fiable. J'en ai fait un condensé, enfin, je vais en faire un condensé, je vais sauter des slides et on va juste voir l'étude de cas. Alors, d'abord, je passe là-dessus, je vais partager mon écran peut-être parce que je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai pas partagé. Hop, partager, hop. Alors, normalement, ça devrait marcher. C'est tout bon. Ok. Alors, donc moi, je suis Fred Tepp. Je suis, entre autres, hacker éthique. Je vais préciser un peu ce que c'est. On peut appeler ce métier aussi pentester. Ça parle pas beaucoup plus en général. Mais mon boulot, c'est de trouver les failles de votre système d'information en utilisant les mêmes méthodes que les hackers. Donc c'est un peu comme si vous embauchiez un cambrioleur pour entrer dans votre maison. Une fois que c'est fait, je vais faire un rapport sur comment j'ai fait pour rentrer dans votre système. Ce rapport-là, il est transmis soit à votre informaticien DSI ou à votre prestataire informatique. Qui est chargé de corriger en fonction de moi ce que j'ai pu relever. Alors, je voulais vous dire aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que des fois, je vais peut-être utiliser des mots qui vont être un peu techniques. J'essaie de ne pas le faire, mais des fois, ça m'échappe. Posez les questions, je les ai en direct, donc je peux répondre en direct. Je préfère ça. Alors, donc là, ça, on le passe aussi. Alors, on va plutôt faire comme ça. Hop. Analyse des risques, on va le passer, ça on va le passer, ok. Alors, ce que j'aimerais bien déjà, c'est que tout le monde, je vais vous mettre le lien sur le chat, enfin ceux qui peuvent. Hein. Voilà, si vous pouvez aller sur ce site, vous cliquez dessus et vous renseignez votre email.
Je vous laisse un peu de temps pour le faire. Et vous pouvez mettre dans le chat, non, en fait, vous mettez rien. Vous renseignez juste votre email et vous me direz à la fin qui est rouge, qui est vert. Et je vous explique ce que c'est. Donc, ce site-là, c'est une base de données données qui ont été piratées à un moment donné dans l'histoire. Donc, il y a Facebook, il y a Adobe, enfin, il y a des gros noms. Et donc, des pirates ont récupéré email, mot de passe, localisation, enfin, des données personnelles. Et si vous apparaissez en rouge sur ce site-là, c'est que vos données ont été compromises. Et donc, il y a de fortes chances qu'un pirate ou moi-même, j'ai votre mot de passe. Donc, ce que disait M. Graal tout à l'heure sur le fait de ne pas employer 2 fois le même mot de passe sur des sites différents, c'est très très important parce que il y a des gens, les hackers, ils vont commencer par ça en fait. Regardez si dans cette base de données, on a votre email, et si on a le mail, souvent il y a le mot de passe, c'est pas tout le temps, mais 80% on trouve le mot de passe, et souvent il est réutilisable sur d'autres sites. Donc ce que disait M. Graal, c'est vraiment très très important, un mot de passe par compte, ça vous aidera à ne pas vous faire pirater. Alors, donc on fait ça à la fin si vous voulez. Vous allez sur le site, vous me dites si vous êtes rouge ou vert, et puis on en discute tout à la fin. Alors, hop, on va enlever tout ça. Étude de cas. Allez. Donc là, j'ai été mandaté par une entreprise pour effectuer un audit de cybersécurité. Donc, bon, je dirais rien sur l'entreprise, mais en gros, il y avait une trentaine de postes et on a fait une petite analyse des risques et ma cible, c'était le serveur NAS. Donc, comme l'a expliqué M. Graal, le serveur NAS, c'est le serveur de fichiers qui permet de partager des fichiers dans l'entreprise avec tout le monde. Alors moi, dans cette entreprise, elle avait des données personnelles relativement importantes, parce qu'il y avait des données médicales, et donc elle faisait partie des données à sécuriser vraiment fortement. Donc mon but, c'était ça. En général, on définit un but quand moi je fais une attaque. Ça peut être plein de choses, c'est souvent le NAS, mais ça peut être aussi le contrôleur de domaine si vous avez pas mal de postes qui sont gérés par un contrôleur de domaine, ça peut être ça. Bon, on va voir comment ça s'est passé. Alors, là j'ai fait c'est une grosse synthèse de comment fonctionne une attaque. Donc le hacker, quand il arrive, il va d'abord faire une reconnaissance externe, voir de l'extérieur qu'est-ce qu'on voit de votre entreprise. Donc tout à l'heure, là sur un des slides de M. Graal, il y avait Shodan. Shodan, c'est effectivement peut-être le deuxième site que j'ouvre pour voir ce qui est accessible de l'extérieur de l'entreprise. Une fois qu'on a fait cette reconnaissance externe, on essaie de trouver une faille et on va souvent réussir à rentrer dans l'entreprise. Donc, quand on est dans l'entreprise, on va faire une reconnaissance interne du système informatique. Et donc là, on recommence, on scanne, on analyse tout ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on est là, le but du jeu, ça va être de monter en privilège pour avoir le plus de droits possible pour pouvoir exploiter le serveur, le NAS, etc. Donc, là, pour cette entreprise, de l'extérieur, voilà ce que j'avais. Donc, alors, normalement, vous voyez ma souris, ouais, super. Donc là, c'est Internet. Oui, on voit bien la souris. Ouais. Donc moi, je suis placé là au niveau d'Internet et aussi à 20 mètres de l'entreprise avec mon ordinateur portable. Et voilà ce que je vois. Donc je vois un réseau
assez classique avec une box ou un routeur. Là, en l'occurrence, c'était un routeur. Un accès Wi-Fi, donc c'est représenté par ce petit truc-là. Et depuis Internet, moi, ce que je voyais, c'était un serveur mail Exchange. Donc, ça correspond à Outlook, peut-être. Exchange, ça ne vous parle pas. Donc, Outlook, c'est le serveur de mail de Windows. Et à côté de ça, j'avais une boîte, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais ça me faisait potentiellement donc 3 portes d'entrée. Alors, je reviens là. Ok. Donc, première chose que je fais, moi, j'ai plutôt tendance à travailler en mode Red Team. Et le Red Team, c'est celui qui se rapproche le plus du hacker. Donc, je passe par le chemin le plus court. Donc là, pour moi, le plus rapide, c'était le Wi-Fi. En fait, j'étais à côté. C'est très facile d'obtenir le mot de passe haché, alors on va dire crypté. Donc je me dis, je commence par ça. Donc alors, comment ça marche? Le Wi-Fi, c'est assez génial. Ça permet de se connecter à une box sans fil. Et en gros, pour sécuriser tout ça, voilà ce qui se passe. Moi, je veux me connecter, je suis l'ordinateur Orange. Donc, je dis, enfin, c'est l'ordinateur qui parle là. Bonjour Wi-Fi Box, je voudrais me connecter. La Wi-Fi Box, elle me dit, ben, je ne te connais pas. Est-ce que tu as un HWPA? Donc, WPA, c'est la sécurité, c'est les nouvelles sécurités. Moi, je dis, ben oui. C'est très, très simplifié. Hein. C'est un peu plus complexe que ça, mais ça suffira pour le cadre de cette présentation. Donc moi, je lui envoie mon hash crypté, donc c'est mon mot de passe en fait, mais qui a été transformé pour pas qu'on puisse le lire en clair. En gros, comme si j'écoutais à la porte d'une maison pour voir ce qui s'y dit. Donc lui, il vérifie que ce hash-là correspond bien au mot de passe qu'il a, et il me dit c'est bon, tu peux utiliser le réseau. Alors, sauf que moi, j'ai un petit logiciel qui écoute le Wi-Fi avec une petite antenne. Et en écoutant le Wi-Fi, je peux écouter les transferts de mots de passe. Donc moi, ce que je récupère, c'est le mot de passe crypté. En plus de ça, mon logiciel, il va me permettre de déconnecter tout le monde d'un coup. Donc, j'écoute et en même temps je déconnecte tout le monde et ensuite j'écoute à partir du moment où j'ai déconnecté. Et là, je vais récupérer les hash de tous les gens qui sont connectés. Donc j'en ai besoin de qu'un parce que c'est le même pour tout le monde. Mais après, une fois que j'ai récupéré ce hash, je le passe dans ma machine et j'ai un logiciel qui va me permettre de craquer les mots de passe. Donc ça, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on ne va pas du tout avoir le temps. Mais ça essaye toute une combinaison de mots de passe d'après des dictionnaires. Donc des dictionnaires qui soit existent, donc ça peut être le dictionnaire français, ça peut être un dictionnaire que j'ai créé avec vos noms, adresses, téléphones, parce que souvent il va y avoir, moi j'habite en Dordogne, souvent on va avoir 24 000 ou 24, ou on le verra d'ailleurs, j'ai eu un 24 dans ce cas de figure-là. Donc je mélange tout ça, je vais faire des recherches sur LinkedIn, Facebook, pour savoir qui vous êtes, quels sont vos amis, votre famille, le nom de votre chat, ou chien, hein, etc. Et parce que dans votre mot de passe, je suis à peu près sûr que si je pose la question à tout le monde, il y a la moitié qui va me dire, ben oui, j'ai un prénom, j'ai une date de naissance, etc. etc. Et effectivement, comme disait M. Graal tout à l'heure, on rajoute des caractères spéciaux si le premier dictionnaire ne marche pas. On rajoute des caractères spéciaux à la fin et on finit par récupérer le mot de passe. Et alors Fred, ça j'imagine qu'en plus ça se fait très rapidement en fait. C'est un ordinateur qui génère toute une série de mots de passe potentiels. Au final, là on a l'impression que c'est très long, mais dans la réalité ça prend combien de temps de... Ouais, je vais vous dire, le Wi-Fi, en fait, j'ai commencé l'audit du Wi-Fi le soir. Et donc, bon, après, j'arrête mes journées de boulot à peu près normalement.
Donc, je n'ai pas lancé mon logiciel à moi. Je suis allé sur un site qui est spécialisé pour les hackers et on peut envoyer nos hashes, nos mots de passe cryptés donc, sur ce site-là et ça travaille pour nous en fait. Ce site, il y a une version gratuite, une version payante. Donc le lendemain, en quelques heures, j'avais mon mot de passe. Le mot de passe du Wi-Fi, si je me souviens bien, c'était 1346791346. Ça, c'est ce qui s'appelle... Enfin, c'est quand on se balade sur le clavier. Donc, il y a plein de mots de passe qui vont être AZERTY, QWERTY. C'est des chemins sur le clavier assez facile. Enfin, c'est des moyens mnémotechniques pour se souvenir du mot de passe. Mais malheureusement, c'est des très mauvais moyens parce que nous, hackers, on connaît tous ces moyens-là. Donc, pour celui-là, je crois que c'était 10 chiffres. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'en moins de 2 heures, j'avais mon mot de passe. Enfin, en tout cas, le matin, je l'avais au réveil, donc je pouvais continuer de travailler. Vous allez voir, après, c'est assez différent le temps que ça peut prendre avec mon ordinateur. Donc, première porte d'entrée, elle a été faite. Normalement, ça suffisait pour que je puisse continuer. Mais je me suis quand même amusé parce que donc l'autre, je vais vous remontrer peut-être, voilà, ce serveur-là en bleu, du coup, c'était un NAS qui était accessible depuis Internet. Ce NAS-là, alors ça c'est un peu plus dur à pirater, parce que moi ce que j'ai voulu faire c'est tester la sécurité de cet appareil-là. Donc c'était protégé par une page web avec un identifiant et un mot de passe. Donc là j'ai codé un petit morceau parce que c'était pas si simple que ça, donc j'ai codé un tout petit programme et vraiment ça m'a pris un quart d'heure pour le coder. Et ensuite, à l'aide d'une autre machine, j'ai envoyé des identifiants mots de passe, des combinaisons identifiants mots de passe. Donc l'identifiant, c'est admin parce que c'est toujours admin. Et mes mots de passe, ben, souvent, je commence par admin quelque chose. Donc on essaye admin 0, etc. Et là, moi, j'ai donc lancé mon dictionnaire. Il est petit, celui-là, il doit faire 20 000 mots. Parce que sur des pages web, c'est beaucoup plus long à faire une identification par force brute. Du coup, je fais avec des petits dictionnaires. Et là, en, je sais pas, moins de 10 minutes, il m'avait trouvé le mot de passe. Et le mot de passe, c'était admin 24. Donc, assez édifiant. Et il se trouve que, du coup, si je reviens, voilà, ici, le routeur qui était aussi accessible via une page internet, c'était le même mot de passe, c'était aussi admin 24. Donc en gros, en à peu près 2 heures de temps, j'avais accès au Wi-Fi, au routeur et au NAS. Tout ça pour vous dire que les mots de passe, c'est extrêmement important. En plus, moi, c'est mon sujet de prédilection parce que c'est là où il y a le plus de failles. Donc, enfin, j'ai vraiment travaillé ce sujet-là. Ça me faisait 3 portes d'entrée, alors qu'il aurait suffi d'avoir 3 mots de passe bien sécurisés, et puis c'était fini, l'audit externe était fini, quoi. J'avais plus accès à rien. Donc, hop, on va voir la suite. Alors, donc, maintenant, une fois que je suis à l'intérieur, ben là, j'ai accès au réseau de l'entreprise. Donc, je relance tout un tas de scanners. Alors là, c'est un peu plus bruyant que Shodan qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je scanne pour voir ce qu'il y a dans l'entreprise comme ordinateur. Et là, voilà ce que je trouve. Alors, c'est un peu plus complexe, mais j'ai toujours ce que j'avais au départ, donc ça me rassure parce que j'ai pas fait n'importe quoi. Ensuite, je trouve ça, là. Alors ça, c'était super intéressant parce que, hors audit de sécurité, ben, il se trouve qu'il y a un prestataire informatique. En fait, ils avaient des problèmes de connexion. Donc, le prestataire informatique leur a préconisé d'installer une deuxième box. Du coup, moi, je vois cette box-là. Sauf qu'au fur et à mesure que je scanne, je me rends compte que cette box, elle n'est pas utilisée. Et donc, que la société payait une box depuis 2 ans pour absolument rien.
Donc ça, ben voilà, ils ont gagné de l'argent grâce à ça. Enfin, ils ont économisé un peu d'argent. Ça leur a presque payé leur audit informatique. Voilà, donc je continue d'analyser et ce que je vois à côté, c'est tout un réseau et enfin tous les ordinateurs du réseau et ils sont sur le même réseau. Parce que je sais, de par ma discussion avec la direction, qu'il y a 30 postes et je vois à peu près 30 postes. Donc, alors ça déjà c'est un gros problème parce que il faut scinder son réseau pour que tout le monde n'ait pas accès à tout. Bon, alors moi, en tant que hacker éthique, j'adore ça parce que ça me facilite le travail grandement. Alors ça, on s'en moque, je viens de le trouver. Ah oui, non, pardon. C'est que le titre est pas bon. Là, j'ai fini mon slide hier et je me suis trompé dans le titre. Donc là, une fois que je suis dans le réseau, j'ai un petit logiciel qui va permettre de me faire passer pour quelqu'un d'autre, donc pour un autre ordinateur. Et donc, les ordinateurs du réseau vont essayer de se connecter à moi. Et ils se connectent à moi, toujours de la même manière, c'est un peu comme le Wi-Fi, en me donnant leur hash. Donc le hash, c'est le mot de passe crypté, entre guillemets. Donc du coup, moi, c'est assez facile, là, de récupérer les mots de passe de tous les ordinateurs. Il se trouve que dans cette entreprise, tous les ordinateurs avaient le même mot de passe, sauf celui de la direction. Donc là, je recommence, je le mets cette fois-ci dans mon ordinateur à moi, et je lance mon petit logiciel qui s'appelle Hashcat, et qui va faire des millions de tests par seconde. Donc là, moi, je balance d'abord mes dictionnaires, ça ne marche pas. Bon, je dis, il y a un truc. Le dictionnaire avec le premier, je crois qu'il a 70 millions de mots de passe qui ont été récupérés dans une base de données, hein, donc c'est des vrais mots de passe. Donc je me dis, bon, il y a un truc, et un peu... la deuxième chose que je fais, parce que les hackers, on est assez feignants, donc quand les premiers dictionnaires ne fonctionnent pas, j'essaye la force brute. Donc la force brute, c'est j'essaye les mots de passe, tous les mots de passe possibles et imaginables. Donc par exemple, si j'ai un mot de passe à 3 caractères, je commence de A jusqu'à ZZZ. Et là, je peux faire les minuscules, les majuscules, les chiffres, les caractères spéciaux. Et en général, je commence par les chiffres, parce que ça va très vite. Et ensuite, je fais les minuscules. Et là, les minuscules, je fais tout, hein, jusqu'à 9-10 caractères. Ouais, 10, ça prend un peu de temps, mais j'essaye toutes les minuscules de 0, enfin de 1 à 10 caractères. Donc, alors, c'est là où c'est assez édifiant. Et le premier mot de passe pour tous les utilisateurs était de 6 caractères. Ouais, c'est ça, 6 caractères minuscules. Craquer ça m'a pris... hop, ça c'est le prochain slide. Voilà, ça va mieux avec le slide sous les yeux. Donc 6 lettres minuscules, ça m'a pris 2 minutes à craquer. Et à l'époque, mon ordinateur, il était vraiment pas performant, j'avais pas de la bonne carte graphique. Donc là, je pense que je lance avec ma nouvelle carte, là, en 5 secondes, c'est fait, quoi. Celui de la direction, c'était 9 lettres. Donc c'était un peu mieux, mais c'était que 9 lettres minuscules. Et là, il m'a fallu 2 heures. Aujourd'hui, il me faudrait 10 minutes, hein, pour le craquer. Donc, alors, par rapport à ce que disait M. Graal tout à l'heure, je crois qu'il préconisait 10 minimum. C'est vraiment le minimum. Kevin Mitnick, donc c'est un hacker extrêmement connu parce qu'il a été ennemi numéro 1 du FBI pendant quelques années, avant qu'il ne se fasse attraper. Lui, je crois qu'il préconise à minima 20. Mais bon, il y avait des gens assez importants après lui. Parce qu'en fait, on peut monter des ordinateurs spécifiques en mettant... en additionnant plusieurs cartes graphiques. Et ces machines-là, elles vont aller beaucoup plus vite que la mienne, qui va déjà extrêmement vite.
Je peux passer 100 millions de mots de passe en quelques heures. Ça va très, très, très vite. Voilà, donc, petit bonus quand même, parce qu'une fois que j'avais les mots de passe, ma cible était atteinte. Je pouvais accéder évidemment au NAS, qui de toute façon, il n'était pas non plus, il n'y avait pas d'autorisation spéciale en fait. Le NAS était accessible par tout le monde et n'importe quel dossier était accessible par tout le monde, qu'on soit de la direction ou pas. Donc ma cible était atteinte, le boulot était fini. Sauf que quand même, par souci de bien faire mon travail, je voulais aussi montrer que je pouvais accéder à l'ordinateur de la direction parce que j'avais son mot de passe et en fait, son accès n'était pas protégé. Donc là, c'était un des points, je crois, que soulignait M. Graal tout à l'heure, c'est la connexion réseau à votre entreprise. Elle doit absolument se faire via un VPN parce que dans ce cas de figure-là, n'importe qui à travers le monde pouvait accéder à son ordinateur qui était allumé en plus 24 heures sur 24. Donc je lui ai fait une petite capture d'écran que je lui ai présentée le lendemain pour justement qu'elle comprenne l'importance d'avoir ce VPN-là. C'est primordial. Et là, avec la période Covid, etc., il y a plein de connexions qui ont été ouvertes un peu urgemment et qui donc n'avaient pas de VPN. Et du coup, il y a eu pas mal de piratage à cause de ça. Donc, en gros, ce qu'il fallait... J'ai rendu évidemment mon rapport. En fait, je me permets juste, il nous reste 10 minutes, donc si on va avoir le temps de prendre quelques questions, peut-être accélérer un tout petit peu la fin. Merci. C'est le dernier slide. Ah bon, super, parfait. Donc du coup, là, c'était des choses très très bêtes. On parle d'hygiène informatique, c'est ultra important. Les prestataires informatiques ne le font pas toujours bien. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un en contrôle derrière, que ce soit un auditeur cyber ou quelqu'un d'autre, mais c'est bien de faire un audit en tout cas. Donc le premier NAS n'avait pas besoin d'être visible. Donc c'était un truc qui n'était pas utilisé depuis plus de 10 ans. Il était là, on l'avait oublié dans un coin, il était encore branché et accessible. Donc ça, un mauvais point. Un vrai pare-feu avec des bonnes règles. Il y a dans cette entreprise, je crois qu'il y avait 4 services différents. Voilà, il fallait séparer déjà en 4 morceaux. Comme ça, si on se fait attaquer via du phishing, il n'y a que 10 ordinateurs qui sont accessibles, mais pas les plus importants. Donc ça se fait en scindant le réseau. C'est là. On améliore la qualité des mots de passe. Bon, ça, je ne vais pas en rajouter plus. Et pour se connecter à un réseau, il faut absolument un VPN. Voilà, donc c'est fini. Pour ceux qui sont rouges, vous me mettez un mail parce que, par rapport à tout à l'heure, là, Have I Been Pwned parce que si vous êtes rouge, il faut vraiment que vous changiez votre mot de passe. Enfin, c'est pas la peine de me mettre un mail d'ailleurs. Mais, il se peut que j'ai votre adresse mail, donc on peut confirmer que je l'ai ou pas, et enfin, même si je ne l'ai pas, c'est grave quand même. Donc changez tout ça. Allez-y. Il y en avait quelques-uns en rouge dans le chat. Oui, je viens de voir, je viens de lire là. Merci beaucoup. Alors, on a eu quelques questions. Hop. Alors, donc pour protéger ces données en entreprise individuelle, Google Drive plus sauvegarde prestataire extérieur et aussi disque dur chez soi. 3 choses ou 2? Alors, je ne suis pas sûre de tout saisir. Est-ce que vous voulez savoir comment protéger vos données sur un Google Drive? Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais le Google Drive, est-ce que c'est sécurisé ou pas? Je ne sais pas, Olivier qui hausse les yeux. Oui, ça dépend ce que vous voulez sauvegarder. Donc, il faut partir d'abord de votre activité et de ce qui est important pour vous et du niveau de confidentialité que vous souhaitez avoir. Si vous êtes une entreprise innovante qui développe, Google Drive, oubliez. Parce que vous êtes sous l'égide de la loi américaine Cloud Act et que si le gouvernement américain décide que vous nuisez à la sécurité nationale, ils vont vous voler vos données, clairement. Ou plutôt, ils vont avoir un droit d'accès parce que vous travaillez avec un prestataire américain. Ce qui est vrai avec Google, est vrai avec Apple, est vrai avec Microsoft. Donc,
on peut utiliser du Google, du Microsoft ou de l'Apple, il n'y a pas de problème, ou toute autre chose, tout prestataire étranger, à condition de savoir ce qu'on fait et de ne pas stocker n'importe quoi et n'importe comment. Donc, à titre privé, si vous n'avez rien de particulier à cacher, pourquoi pas Google Drive. Par contre, Google Drive ne suffira pas. C'est-à-dire que dans le cadre de l'utilisation d'un particulier, si j'ai accès à votre PC, j'ai aussi accès à votre Google Drive. Donc, je vais pouvoir aller détruire les données sur le Google Drive. Donc, moi, je vous invite à titre privé ou petite structure, investir dans un disque dur. Vous branchez votre disque dur quand vous avez besoin de mettre à jour vos sauvegardes. Vous sauvegardez, vous débranchez votre disque et vous le mettez au coffre. Et alors, conseil supplémentaire, un disque, ça se vole. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser un petit utilitaire pour crypter les données du disque, pour chiffrer, c'est le vrai terme. Il y en a plein de disponibles. Souvent, les disques sont livrés avec l'utilitaire. De façon à ce que si vous le perdez ou on vous le vole, les données ne sont pas accessibles. Moi, j'ai pour habitude, à titre privé, de partir systématiquement en vacances avec une copie de toutes les données que je juge importantes. Mes bulletins de paie, les photocopies de mes documents administratifs. Donc, mon ordinateur de bureau reste à la maison, il est protégé, il est chiffré. Donc, si quelqu'un me le vole, ils n'en font pas grand-chose. Par contre, si on me le vole, je perds des choses. Donc, moi, j'ai une copie complète de ce qui m'intéresse. Exclusivement des données importantes, bien évidemment. Après, si vous êtes une entreprise et que vous voulez mettre en place une vraie politique de sécurité, vous pouvez faire appel à un prestataire de service, mais moi, j'aurais tendance à privilégier des prestataires de services nationaux parce que vous serez sous l'égide de la loi française et non pas de la loi américaine. Et après, toujours pareil, on fait une étude de risque et on détermine ce qu'il faut sauvegarder. Donc, on n'a pas besoin de tout sauvegarder de la même façon. Si c'est des données non sensibles, je peux utiliser un prestataire étranger. Si c'est des données sensibles, soit je les chiffre sur mon prestataire étranger, soit je les mets chez un prestataire français de confiance et je contractualise la relation. Parce que vous l'avez vu avec un prestataire cloud français qui a brûlé récemment, c'est pas parce que vous avez des données chez quelqu'un de sérieux qu'il n'est pas à l'abri d'un incendie. Donc, il faut avoir bien réfléchi à où sont les données, comment elles sont sauvegardées et vous assurer contractuellement que quel que soit le problème, les gens seront capables de vous refournir vos données. Peut-être que Fred veut rajouter quelque chose. Ouais, juste deux petites choses. Alors, il y a VeraCrypt pour crypter les données sur le disque dur. C'est assez simple à mettre en place. C'est gratuit, c'est fait par des Français en plus, je crois. Oui. Cocorico, donc ça c'est pas mal. Après, ouais, sur les sauvegardes, souvent, ce qui est demandé, c'est que la restauration soit rapide. Donc, il faut faire un compromis entre le disque dur qui est dans le coffre-fort et... parce que ça, c'est pas souvent, c'est pas facile à remettre en place. Et un autre système, quoi. Mais ça peut être mais effectivement, ouais, il faut que le prestataire ait ses serveurs en France, parce que ça suffit pas forcément qu'il soit français. Il faut aussi avoir les serveurs en France, parce que on n'est pas à l'abri d'une autre loi dans un autre pays, quoi. Comme le Cloud Act ou le Patriot Act aux États-Unis, quoi. Et l'histoire des disques durs, c'est vraiment à titre privé. C'est-à-dire qu'on a tous des données sensibles chez nous qu'on oublie, et les bulletins de paie, vos factures. Et si ces données, je les vole, je peux usurper votre identité. Et au même titre, si ces données, je les perds, à titre personnel, ça va m'ennuyer. C'est pour ça, à titre privé, la solution de disque dur, c'est la plus pragmatique et rapide. Par contre, pour une entreprise, c'est pas suffisant. Il faut une vraie politique de sécurité. Il faut déterminer les séquences de sauvegarde. Il faut faire des vérifications des sauvegardes, parce que vous pouvez très bien avoir sauvegardé vos données. Malheureusement, le support de sauvegarde n'est plus valide ou est endommagé. Ça arrive. Ou autrement, vous prenez un sous-traitant, mais un sous-traitant pro qui sait quoi y parle. Ok. Alors, on a une question aussi sur est-ce que les auto-entrepreneurs sont aussi touchés, ou est-ce que les attaques concernent surtout les TPE-PME? Tout le monde. Tout le monde, y compris les particuliers. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, là, notre webinaire était ciblé TPE-PME, mais les particuliers sont aussi touchés. Bien évidemment. Et alors, petite anecdote, hein, je fais une sensibilisation sur un SDIS de la région Nouvelle-Aquitaine. J'explique tout ça à un de mes interlocuteurs qui est quelqu'un de compétent en informatique. Il a un NAS chez lui pour ses données personnelles.
Et effectivement, son NAS est toujours connecté. Donc, en rentrant chez lui, il se dit, effectivement, je vais en faire une sauvegarde. Il est arrivé trop tard, tout avait été chiffré. 20 ans de photos personnelles. Voilà. Donc, ça n'arrive pas qu'aux entreprises. C'est compliqué. Alors, dans le chat, on nous dit « Digipost est un bon endroit pour stocker ces infos sensibles ». Alors, je ne sais pas si c'est une question, si c'est une affirmation, mais je ne sais pas si vous connaissez Digipost. Je ne connais pas le service Digipost, mais effectivement, la Poste propose de plus en plus de services de ce type-là. Voilà. Ce qu'il faut, c'est vérifier dans les clauses contractuelles à quoi ils s'engagent. Est-ce qu'ils s'engagent à ce que les données soient réellement protégées du ransomware ou non? Beaucoup de solutions de sauvegarde ne sont que des solutions de sauvegarde et en aucun cas des solutions de protection contre les ransomware. Donc, si la solution Digipost est accessible à partir du poste de travail et que je peux modifier les données de Digipost, c'est pas suffisant. Il faudra en plus demander à Digipost de disposer d'un deuxième jeu de sauvegarde qui, lui, doit être protégé. Il y a différentes techniques pour ça. Alors, l'aspect technique ne vous intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est vérifier le contrat avec votre prestataire de service. Et Digipost, je suis certain, doit proposer ce type d'option. Ok, très bien. Alors, on avait une question aussi de la même personne, du coup. Comment capter l'attention des entreprises malgré les séances de sensibilisation? Alors, j'imagine de sensibilisation à la cybersécurité comme le webinaire d'aujourd'hui. Avec les crises successives, les entreprises sont plus enclins par le moyen de relancer leurs entreprises par les menaces cyber qui passent très souvent au second plan. Ok, donc je comprends peut-être comment faire prendre conscience de la mesure, de l'importance de la cybercriminalité. C'est mon éternel problème. J'ai toujours pas trouvé la solution. Ça fait 5 ans que j'essaie de convaincre les gens et malheureusement, il y a toujours autant d'accidents. Donc, il y a un gros travail. Alors, il y a deux choses, deux enjeux. Le premier, l'État français va devoir légiférer sur un durcissement des lois qui encadrent la sécurité des données et la sécurité numérique globalement. Alors, pour ce qui est des entreprises, des grandes entreprises, des services considérés comme stratégiques, il y a de nouveaux textes de loi qui sont en rédaction et qui vont s'imposer. Pour ce qui est des TPE, PME, c'est plus compliqué. Par contre, vous avez quand même un texte de loi qui vous oblige, le règlement général à la protection des données. Et ça, nul n'est censé ignorer la loi. Donc moi, un des leviers que j'utilise, c'est effectivement rappeler au chef d'entreprise que s'il a une exfiltration de données personnelles de salariés, de clients, de ce que vous voulez, il est pénalement responsable. Et c'est pas moi, hein, c'est la CNIL, les vilains. Moi, je suis un gentil, moi, je fais que protéger. Les vilains de la CNIL, ils vont venir chez le monsieur qui aura mal protégé les données et ils vont redresser la société de 4% de son chiffre d'affaires et c'est une affaire qui passera au pénal. Donc, c'est directement jugé au pénal. Ça commence à faire lourd, là. Donc, moi, j'abuse pas trop de ce levier-là parce que je ne crois pas au père Fouettard. Et je constate qu'à force cette histoire, je la raconte et c'est pas pour autant que les gens changent leurs habitudes. Je pense que le vrai enjeu, ça va être de sensibiliser les nouvelles générations. Et malheureusement, les cyberattaquants se chargent de convaincre les utilisateurs de la nécessité de sécuriser leur système d'information. Parce qu'il y a énormément d'attaques et beaucoup de victimes qui maintenant se mettent à parler un petit peu. Donc, ils sont tous efficaces pour moi. Et j'avais entendu surtout que peu d'entreprises ou de particuliers portent plainte en fait suite à une cyberattaque. Donc c'est peut-être aussi sous-estimé le nombre. On estime le nombre de dépôts de plainte à un dépôt de plainte pour 250 attaques à peu près. Et donc c'est très très faible. Et alors premier point important pour vous TPE PME, il faut absolument faire un dépôt de plainte pour deux raisons. La première, c'est qu'avec un peu de chance, on va peut-être réussir à remonter à la source et récupérer votre argent ou vos actifs perdus. Ça prend du temps, mais il y a quand même des affaires qui sont résolues aujourd'hui. Et c'est la plus importante, si vous ne faites pas de dépôt de plainte et que par rebond, un de vos clients fournisseurs est touché et qu'il vous attaque en justice, vous risquez d'avoir à payer des dommages et intérêts. Et aussi, il y a la problématique assurantielle. Donc, il faut déposer plainte. Après, la question est de savoir comment faire.
j'avais communiqué à la CPE un petit fichier qu'on avait fait avec la police et la gendarmerie sur lequel vous avez les coordonnées réelles. Je pourrais vous le renvoyer si vous voulez. Oui, avec plaisir. Aller au commissariat, malheureusement, ne porte pas toujours ses fruits parce que vous allez tomber sur des personnes qui ne sont pas forcément formées. Par contre, il y a une adresse générique pour la police et il y a une adresse générique pour la gendarmerie. Après, tout simplement, si c'est un vendredi soir à 17h, faites le 17 et lancez la procédure de dépôt de plainte. Et maintenant, il va y avoir également des services numériques. Alors, j'ai plus en tête l'adresse, mais il y a possibilité de faire un dépôt de pré-plainte sur Internet avant d'aller au commissariat. En sachant que l'urgence, c'est pas le dépôt de plainte, même si c'est nécessaire, hein, il faut vraiment le faire. Alors, si c'est l'urgence quand vous êtes fait voler de l'argent. L'urgence, c'est de prévenir la police avant même de faire le dépôt de plainte, c'est-à-dire de leur dire j'ai un problème. Parce que déjà, ils pourront peut-être agir et d'autre part, ils vont vous conseiller ou vous orienter pour que vous puissiez trouver un prestataire de service pour vous aider. Dernier point, on l'a dit tout à l'heure, il faut anticiper la crise. Il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour trouver son partenaire. Et donc moi, je vous invite à regarder autour de chez vous qui a une bonne réputation en matière de cybersécurité et de contractualiser votre relation avec un prestataire sérieux pour que le jour où il y aura un problème, il soit disponible pour vous aider. Parce que le constat aujourd'hui, c'est que quand les sociétés n'ont pas de partenaire d'accompagnement, le jour où ils ont un ransomware, ben, soit ils ont à payer une prestation très chère parce que les gens vont abuser du système, soit ils vont trouver personne. Et là, ils se retrouvent dans une situation extrêmement délicate. Et il y a aussi le volet assurance éventuellement, qui est une très très bonne piste. Vos assureurs peut-être peuvent vous proposer des assurances cyber pour couvrir le risque et les frais qui vont être à engager en cas de problème. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se dire dans le chat, du coup, qu'il faut aussi penser à l'assurance pour les risques cyber. Écoutez, plus globalement, j'ai l'impression que la conclusion qui se dégage de ce webinaire et qui est aussi la conclusion qui s'est dégagée des 5 autres webinaires sur le thème du numérique qu'on a conduit là pendant ces 6 derniers mois, c'est vraiment qu'en fait, la transition numérique, elle doit faire partie de la stratégie de la TPE-PME. Elle doit se penser au tout début et au moment surtout où tout va bien, pour être sûr qu'on puisse réagir rapidement le jour où ça va mal. Voilà, moi, c'était un peu le mot de conclusion que j'avais envie d'apporter. Fred et Olivier, si vous avez envie de dire un dernier petit mot, c'est avec plaisir. Sinon, on va se quitter. Non, je pense que la conclusion est très bonne et vous n'êtes pas tout seul. Il y a des voilà, vous avez la CPME qui vous accompagne. Demain, vous aurez un campus cyber en région Nouvelle-Aquitaine. Je vois qu'il y a Pascal Yopis qui est connecté. Mais il y a aussi les CCI qui ont un rôle à jouer. Il y a plein de choses possibles. On est joignable. Même si ma mission première n'est pas de m'occuper des TPE, PME, passez par Meryl et si vous avez des questions particulières, on y répondra. Ce que je souhaite, c'est que vous ne soyez pas seul et que vous n'ayez pas l'impression d'être démunis. Il va y avoir des solutions et on va se structurer pour vous accompagner. Merci beaucoup. Moi, j'ai rien ajouté. Ok. Ben, merci en tout cas et merci Fred pour ça a été souligné tout à l'heure dans le chat pour les explications très claires sur le hacking. Moi j'en ai appris beaucoup. Et merci à tous les deux. Alors, oui. Vous ne connaissez pas Meryl, je vous invite à lui communiquer mon email si vous souhaitez qu'on se voit ou qu'on discute. Ça m'intéresse de savoir ce que vous faites parce qu'il y a une vraie pénurie de spécialistes en matière de cybersécurité. Donc, c'est bien qu'on vous tienne informé de ce que nous on fait et de l'écosystème. Parce que ce que vous faites, je suis de très près sur LinkedIn, Lancy. J'ai lu à peu près tous les docs. Donc, moi, je sais exactement ce que vous faites. Oui. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, donc ça m'intéresse de le savoir. Je vous contacte. Et puis, voilà. Je vous explique tout ça. Il n'y a pas de souci. En Dordogne, il y a un peu, quand c'est difficile de trouver des partenaires sérieux qui connaissent la cyber. Ouais. Et donc, si on peut en parler, ça m'intéresse. D'accord, très bien. Avec quelques contacts. Très bien, super. Bon, ben, parfait. Ben, merci à tous les deux. Merci à tous pour vos questions nombreuses, pour votre présence à chaque fois, chaque mois, pendant ces 6 mois pour ces webinaires. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.